Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Nicolas Tavitian qui est conseiller à l'Europe auprès du Haut Commissariat aux affaires de la diaspora. Merci beaucoup Monsieur Tavitian pour votre temps et de nous accorder cet entretien. Et bonjour et merci de m'avoir invité. Alors pour commencer, j'aimerais bien que vous nous racontiez un peu les grandes lignes de votre parcours puisque vous avez un parcours assez riche dans la promotion des liens entre l'Arménie et l'Union européenne. Notamment la Belgique dont vous êtes originaire. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Oui, c'est un long parcours. Pour résumer, j'ai commencé, donc je suis j'ai été membre du Comité des Arméniens de Belgique pendant très longtemps, qui est la structure représentative des Arméniens de Belgique. Mais professionnellement, j'étais dans les lobbies européens et notamment les lobbies associatifs. Et donc, à partir de la fin, déjà il y a 20 ans, j'ai poussé pour que les Arméniens soient mieux représentés au niveau européen et plus professionnellement représentés au niveau européen. Et donc, ça s'est manifesté de différentes formes, mais dans les 9 dernières années, donc jusqu'en 2020, j'étais directeur de la structure européenne de l'UGAB, donc de l'UGAB Europe, et on travaillait avec les institutions européennes. On a travaillé sur toute une série de projets, notamment financés par les institutions européennes, dont le dernier vient de se terminer, donc après que je sois parti, et concernait, c'était un projet historique donc sur la connaissance de la manière dont l'histoire européenne et l'histoire arménienne sont interpénétrées, donc l'histoire du XXe siècle, puisque tout l'épisode du génocide et des suites du génocide ont eu un impact très important sur l'histoire européenne, dont les Européens généralement, et même souvent les Arméniens, ne sont pas conscients. On pense à des gens comme Fridtjof Nansen, par exemple, qui était donc le créateur du Haut Commissariat pour les réfugiés, et qui l'a fait en grande partie pour les réfugiés arméniens. Donc tout le mouvement humanitaire moderne de défense des réfugiés a commencé avec la défense des réfugiés arméniens principalement. On peut penser aussi à Raphaël Lemkin. Enfin, il y a toutes sortes de manières dont l'histoire des Arméniens pénètre l'histoire européenne et qu'on a oublié pour faire revenir à la surface. Donc ça, c'était un beau projet européen. Et qu'est-ce qui vous a amené du coup à vous engager auprès du Haut Commissariat et quel est votre rôle au sein de cette structure-là? Alors, il y a toutes sortes de raisons de venir travailler en Arménie, notamment la volonté d'être ici, d'être présent. C'est un plaisir aussi, mais j'ai travaillé longtemps sur la relation Arménie-Europe du point de vue européen, notamment bruxellois, et je voulais me poser de l'autre côté, c'est-à-dire comment est-ce que l'Arménie, et notamment le gouvernement arménien, envisage ses relations avec la diaspora. Et là aussi, il y a énormément de travail, à faire. À l'heure actuelle, quels sont les principaux défis ou quelles sont les principales missions auxquelles vous êtes attelé? Alors, le Haut Commissariat a toute une gamme d'activités, mais pour simplifier, on peut fixer quatre têtes de chapitre. On va dire le premier, c'est le rapatriement. Donc, l'un des objectifs de l'Arménie, c'est de faire revenir en Arménie ou de faire venir en Arménie des Arméniens de la diaspora. Puisque l'Arménie est un pays, non seulement on peut y venir par patriotisme, mais la qualité de la vie, pour ceux qui ont du travail, n'est pas mauvaise du tout ici. Donc ça peut être très attractif. Ceux qui ont des racines arméniennes en particulier. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième, c'est la contribution des Arméniens de la diaspora au développement de l'Arménie par leur expertise, par exemple. Pendant et après la guerre, il y a toutes sortes de médecins, par exemple, qui sont venus aider, soigner les victimes de la guerre, les réfugiés, ainsi de suite. Donc l'expertise, c'est une chose, les investissements, c'est une autre. Il y a évidemment toutes sortes d'ONG qui contribuent au développement de l'Arménie par des projets éducatifs, des projets humanitaires dans le domaine de la santé, dans toutes sortes de domaines, dont évidemment l'UGAB, enfin il y a aussi d'autres organisations. Puis la diaspora peut, et je crois doit contribuer encore mieux à la sécurité de l'Arménie. On peut penser au travail de lobbying que la diaspora mène, mais je pense qu'il y a une réflexion
profonde à faire sur la manière dont la diaspora peut améliorer son impact, à la fois dans le domaine de la connaissance de l'Arménie dans le monde, du soft power de l'Arménie, donc du lobbying, mais aussi de contributions directes en matière d'expertise à la sécurité de l'Arménie, en matière technologique, militaire, imaginez toutes sortes de choses. Et là aussi, il y a des choses qui se font, mais ça doit se développer davantage. Et puis un quatrième axe, évidemment, le Haut Commissariat a aussi vocation à soutenir la diaspora, c'est-à-dire dans son développement propre. La diaspora a une vie propre, elle n'est pas simplement orientée vers l'Arménie. Et ça, évidemment, les forces de l'Arménie sont limitées, mais on peut appliquer, l'Arménie a des capacités, et il y a des domaines dans lesquels elle pourrait faire davantage pour donner un élan, une énergie à la diaspora. Pour en revenir à la question du lobbying, on ne connaît pas vraiment très bien les institutions ou les structures qui permettent de faire ça en Europe. Parce que, par exemple, aux États-Unis, on connaît l'ANCA, par exemple, qui fait du lobbying depuis longtemps et qui a enregistré des grands succès. J'aurais voulu savoir en Europe, comment est-ce que c'est structuré et quels ont été, selon vous, les succès qui ont été enregistrés par le lobbying, le lobby arménien en Europe? Dans les 20 dernières années, je pense que on n'a pas fait autant de progrès qu'on aurait dû au niveau européen. Donc, vous avez un lobby qui existe depuis pratiquement 20 ans, c'est la Fédération euro-arménienne pour la justice et la démocratie. Donc, c'est le Haïtad, c'est le lobby Tachnak. Vous avez eu, bon, il y a eu d'autres structures. L'Arménie elle-même, ou plutôt des Arméniens d'Arménie, ont créé un lobby il y a une dizaine d'années qui s'appelle EU Friends of Armenia, qui est un lobby donc non arménien en soutien à l'Arménie, enfin non arménien au sens où les gens qui gèrent la structure au niveau européen et le personnel de cette organisation est non arménien, par choix. Et puis vous avez eu l'UGAB qui travaille sur différents tableaux, donc l'UGAB Europe dont je parlais tout à l'heure, qui travaille sur différents tableaux, donc à la fois sur l'humanitaire, à la fois sur le développement en Arménie, à la fois sur l'éducatif, mais aussi on a fait du travail de lobby. Donc par exemple, c'est l'UGAB Europe qui a obtenu que le Parlement européen en 2015 commémore formellement le génocide avec une résolution commémorative et une séance consacrée au centenaire du génocide. Voilà, donc ça, ce sont les structures, mais je pense qu'en résumé, donc EU Friends of Armenia, depuis 2018, c'est beaucoup affaibli, ils sont en attente. L'UGAB Europe ne fait plus de lobbying du tout. Il reste donc la fédération, le Haïtad, l'équivalent du CDCA au niveau européen. Mais je pense qu'on a d'urgence besoin d'un réel lobby au niveau européen. Et j'ajoute un lobby qui soit coordonné avec les échelons nationaux. Parce qu'on ne peut pas avoir de réelle influence à Bruxelles si on n'est pas articulé efficacement avec au moins les structures représentatives de la communauté en France. Il nous faudrait un lobby aussi en Allemagne, c'est très important. On est très, très peu organisé au niveau fédéral en Allemagne. Voilà, il faudrait qu'au moins dans les grands pays européens, nous soyons présents, des lobbies arméniens, forts, bien organisés, efficaces et surtout professionnels et pragmatiques. C'est-à-dire, personnellement, je pense qu'il faut oublier l'idée de cause arménienne. Pourquoi? Parce que l'idée de la cause arménienne, c'est un terme vague et basé sur la moralité, l'idée de la justice. Maintenant, il faut formuler nos objectifs en termes politiques clairs, c'est-à-dire on ne cherche pas la justice, on cherche des objectifs politiques. La justice fait partie de l'argumentation. Ça peut être une argumentation juridique, morale, politique, mais c'est une argumentation. L'objectif doit être politique, c'est-à-dire il faut se dire qu'est-ce qu'on veut que l'Union européenne ou la France ou l'Allemagne ou quel autre pays, qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent pour l'Arménie? Quelles relations souhaitons-nous qu'ils établissent avec l'Arménie ou avec les Arméniens d'une manière plus générale? C'est-à-dire la politique, c'est de l'action. Ça n'est pas une expression de bonne moralité ou de solidarité. Que les institutions européennes ou n'importe quel pays reconnaissent
le génocide, par exemple, ou la souffrance des Arméniens. C'est bien, mais ça n'est pas un but. C'est juste un élément de discours qui peut nous faire avancer vers un but concret. Et il faut d'urgence qu'on saute le pas, qu'on ne parle plus de cause arménienne, mais qu'on parle de nos objectifs. Vous êtes originaire de Belgique, qui est un des pays centraux de l'Union européenne. Est-ce que vous pourriez nous parler des aspects, surtout économiques et politiques, des relations Arménie-Belgique? Pour être honnête, donc il y a des relations économiques entre la Belgique et l'Arménie, économiques et commerciales. Il fut un temps où la Belgique était même au sein de l'Union européenne le principal partenaire économique de l'Arménie, ce qui était dû en grande partie au commerce des diamants, c'est-à-dire vous savez que la Belgique, Anvers en particulier, est une plateforme diamantaire, et donc on envoyait notamment des diamantaires arméniens, envoyaient en Arménie des diamants pour les tailler et puis les réimporter en Belgique, ce qui faisait beaucoup d'exportation et d'importation entre la Belgique et l'Arménie. Mais en réalité, les relations économiques ne sont pas aussi intenses que les statistiques le suggèrent. Nous souhaitons les développer. Il existe une structure qui s'appelle la Chambre de commerce Belgique-Arménie qui encourage, donc qui organise par exemple des visites d'investisseurs potentiels en Arménie et certains sont venus s'installer ici. Mais en réalité, la Belgique n'est pas l'un des, ou plutôt l'Arménie n'est pas l'une des priorités de commerce extérieur de la Belgique. Et malheureusement, ça se manifeste dans le fait qu'il n'y a toujours pas ici à Yerevan d'ambassade de Belgique, ni même d'ailleurs de consulat de Belgique. Alors que même l'Uruguay a ici un consulat. Sur les questions politiques, alors, le gouvernement belge s'aligne derrière l'Europe. Donc pendant la guerre, nous avons obtenu le Parlement soutient très fortement la communauté arménienne de Belgique et s'est exprimé très clairement pour condamner l'agression par l'Azerbaïdjan et par la Turquie, donc l'agression du Karabakh. À d'autres occasions aussi, le Parlement nous a toujours soutenus. Par exemple, il a reconnu le génocide en 1998, bien avant la France. Mais très souvent, ça ne se manifeste pas au sein de l'exécutif. Donc pendant la guerre également, donc pour en revenir à la guerre du Karabakh, le ministère des Affaires étrangères s'est juste aligné derrière l'Europe pour, enfin, avec des mots assez plats, regretter la guerre et appeler à la paix et aux négociations. Mais sans pointer du doigt l'agresseur, ni les crimes de guerre commis, ni la nécessité. Donc le ministère des Affaires étrangères a été très décevant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et même après la guerre, lorsqu'on lui a demandé son appui au sein des institutions européennes, le Conseil de l'Europe, les Nations Unies, pour obtenir le retour des prisonniers de guerre, il a refusé d'agir. Donc même pour une question aussi élémentaire et aussi comment dire non partisane que la libération des prisonniers de guerre une fois le conflit terminé, le gouvernement belge n'a pas voulu intervenir. Et donc, nous continuons à nous poser la question des forces qui justifient ce type de positionnement. Il y a d'une part, évidemment, le manque de courage des politiques de la ministre des Affaires étrangères, c'est certain, mais sans doute des intérêts économiques aussi qui justifieraient cet alignement, et puis aussi les craintes de l'intimidation de la part de la Turquie. Voilà, et sans parler du fait que maintenant c'est le président de l'Union européenne, le président du Conseil de l'Union européenne, c'est Charles Michel, qui est un ancien Premier ministre belge et qui se trouve être le Premier ministre qui a reconnu le génocide. Donc en tant que chef de l'exécutif à l'époque, il a reconnu le génocide. Et maintenant, il sert de médiateur actif entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie dans les négociations sur les délimitations de la frontière. Oui, justement, pour finir, j'aurais voulu avoir votre point de vue sur ces pourparlers qui sont comment dire, l'Union européenne s'est un petit peu activée depuis la guerre en Ukraine. J'aurais voulu connaître votre point de vue sur l'engagement de l'UE. Quels sont les objectifs, quels sont les intérêts de l'UE au final dans ce dossier-là, sachant que
si on dézoome un peu, en fait, c'est quand même une lutte entre Occident et Russie dans la région. Donc voilà, quel est votre point de vue général sur l'état des pourparlers et sur leurs possibles résultats? Tout d'abord, l'Union européenne est très prudente dans ce dossier. Elle s'engage très peu dans le dossier. Euh, donc, elle ne s'est absolument pas engagée pendant la guerre. Elle s'est très peu engagée après la guerre, jusqu'au début de cette année. Donc, en fait, à peu près jusqu'au début du conflit en Ukraine. Euh, Effectivement, il est assez probable que son implication ait à voir avec la rivalité avec la Russie, puisque d'une part, le groupe de Minsk est de facto dissous, en tout cas provisoirement. Le groupe de Minsk qui réunit la Russie, les États-Unis et la France ne peut pas fonctionner dans les conditions actuelles. Donc il y avait une sorte de vide institutionnel que l'Union européenne a essayé de remplir ou de remplir partiellement. Et je pense qu'effectivement, il doit y avoir la volonté, là aussi, d'augmenter son influence dans une région en profitant du fait que la Russie est occupée en Ukraine et qu'il y a une rivalité maintenant entre l'Union européenne et la Russie. Donc il y a un aspect géostratégique, c'est certain dans cette intervention, mais je voudrais penser aussi qu'il y a une volonté d'avancer vers une résolution des différents aspects du conflit. Donc l'Union européenne, autant que je sache, enfin Charles Michel dans ses médiations ne prétend pas avancer sur la question du statut du Karabakh, mais il prétend, si je ne me trompe pas, faire avancer les négociations vers la délimitation de la frontière. C'est là qu'on en est. Euh, et donc, j'espère qu'il y a en tout cas je voudrais penser qu'il y a en tout cas une certaine volonté de faire avancer la paix. Ce n'est pas seulement les intérêts de l'Union européenne, mais aussi la paix dans la région, comme une vision des intérêts européens dans la région. Cela dit, je pense que l'histoire nous montre qu'on ne peut pas faire confiance à l'Union européenne. Sa capacité de s'affirmer dans la région ou partout ailleurs est très très faible. Et elle est très vulnérable aux pressions venant de l'extérieur, que ce soit de l'Azerbaïdjan, de la Turquie, des États-Unis ou de certains de ses États membres. Donc il faut voir enfin, je conçois en tout cas cette solution comme une solution provisoire en attendant que les réels acteurs dans la région se réaffirment. Très bien, Monsieur Tavikian, merci beaucoup pour votre temps et pour votre expertise, votre point de vue. On vous souhaite tout le meilleur en Arménie auprès du Haut-Commissariat. Et voilà, bonne route à vous. Merci pour votre écoute et puis à bientôt. Voilà.